L'hypnose retrouve le droit de cité en 1965 à Paris avec le 3e congrès international d'hypnose après 65 ans d'absence de la scène scientifique. Le docteur Shertuck, qui a ouvert ce 3e congrès, est la personnalité à qui nous devons la réhabilitation de l'hypnose. Il a démontré la maturité de cette discipline en lui donnant la place qu'elle revendiquait depuis longtemps. Erickson, psychiatre et psychologue américain, est la personnalité contemporaine la plus importante du monde de l'hypnose médicale. Il bouleverse la conception de l'hypnose et des thérapies brèves. Cette hypnose naît en 1937 et va grandir grâce à ses élèves. Elle met en évidence les potentialités infinies de l'inconscient et s'axe sur les facultés d'auto-guérison de l'individu. Son approche innovante repose sur sa conviction que le patient possède en lui-même les ressources pour répondre de manière appropriée aux situations rencontrées. Il s'agit par conséquent de l'inciter à utiliser ses compétences et ses possibilités d'adaptation personnelle. L'utilisation de la suggestion permet ainsi de sortir des approches autoritaires encore utilisées parfois dans l'hypnose de spectacle. C'est parce que l'hypnose se déploie sous 2 formes interprétées de manière antagonique qu'elle perd de la puissance et de la crédibilité. D'une part, celle du somnambulisme magnétique, connu depuis Puységur, qui se transforme en médiumnité spirit lors de la naissance du spiritisme avec Allan Kardec en 1857. D'autre part, la forme médicale observée en milieu hospitalier par des médecins spécialistes des maladies nerveuses. Pendant des années, l'hypnose donne ainsi lieu à 2 types d'explications absolument opposées, celle des spirites et celle des neurologues. Le terme occulte recouvre des faits qui n'appartiennent pas encore à la science, des phénomènes non encore expliqués, mais considérés comme naturels et explicables dans un cadre scientifique. Quelques années plus tard, le constat est sans équivoque. Les erreurs des prédécesseurs provenaient essentiellement de l'interprétation. Tous ces phénomènes observés d'origine hypnotique seront considérés par la science comme des effets de la suggestion ou même comme simples artefacts. Au XXIe siècle, avec la montée en puissance de la médecine basée sur des preuves, les praticiens de l'hypnose clinique éprouvent le besoin de réaliser des études scientifiques approfondies. Un comité consultatif scientifique allemand sur la psychothérapie rédige un rapport d'évaluation sur l'efficacité de l'hypnose. Il y conclut qu'elle peut être considérée comme une technique scientifiquement valable pour certains traitements. La pratique contemporaine, inspirée du travail d'Erickson, cristallise la synthèse des meilleurs contributeurs en hypnose. Mais alors, qu'est-ce que l'hypnose exactement ? Rien d'autre qu'un état de conscience modifié, connu sous l'appellation de EMC ou de transe, qui permet d'accéder au subconscient et influencer le comportement. L'hypnose est un phénomène gradué allant de la transe légère à la transe profonde, mais sans constance fixe. Le phénomène central de l'hypnose est la suggestibilité, un état de réceptivité et de réactivité considérablement accru aux suggestions et stimuli présentés par l'hypnotiseur. L'hypnose en elle-même ne présente aucun danger. Elle est physiologique par nature. Les risques éventuels sont liés au non-respect de la bonne indication. Néanmoins, il convient de le préciser à nouveau pour éviter la mauvaise foi d'un thérapeute incompétent ou malveillant. Toute utilisation des états modifiés de conscience pour trouver la vérité ou prouver quoi que ce soit conduit à l'erreur. Le phénomène de l'hypnose a fait couler beaucoup d'encre et a donné lieu à d'innombrables théories et spéculations quant à sa véritable nature. Aujourd'hui, l'hypnose a un cadre scientifique robuste. La recherche clinique a montré qu'elle peut aider à soulager la douleur, l'anxiété et favoriser l'arrêt du tabac, la perte de poids et le sommeil.